Patrimoine et fiscalité. Avec vous, Maître Toury, bonjour. Bonjour Rose. Vous êtes avocat chez CMS Francis Lefebvre et une des grandes questions qui se pose au moment de déclarer un actif, c'est dans quelle mesure on peut minorer la valeur de ce bien, dans quelles conditions le faire. D'abord, l'évaluation d'un bien, ça va concerner quel genre d'opération, quel moment de la vie, qu'est-ce qu'on met aussi derrière ce mot d'évaluation ? Alors l'évaluation, effectivement, c'est assez large parce que l'évaluation peut concerner les opérations au sein des groupes, par exemple quand il y a des réorganisations, des cessions intra-groupes. Et puis l'évaluation, c'est aussi, il y a une dimension patrimoniale importante avec tout ce qui peut concerner l'impôt sur la fortune immobilière, les déclarations annuelles, et puis les transmissions, donc les donations, les successions, dans lesquelles il faut déterminer des valeurs qui soient fiables, puisqu'on détermine l'assiette fiscale pour le paiement des droits de succession, donation. Et donc dans certains cas, ça peut être relativement simple. Par exemple, les titres cotés, c'est facile. En succession, c'est le dernier cours au jour du décès ou les 30 derniers cours. Mais lorsque l'on est dans le cas de sociétés non cotées, des PME, des titres de holding familial par exemple, eh bien l'évaluation est assez délicate, mais néanmoins importante pour les familles, les héritiers. Ouais, c'est liquide, ça reste finalement subjectif. Mais pourquoi il faut être vigilant? L'administration fiscale, elle a combien de temps pour redresser et qu'est-ce qu'elle peut faire? Alors, le délai généralement appliqué est de 3 ans. L'administration fiscale peut contrôler. Généralement, en fait, s'agissant de donation ou de succession, c'est ce qu'on appelle une procédure de contrôle sur pièce. C'est-à-dire qu'elle va contrôler en fait les actes de donation ou les déclarations de succession pendant un délai de 3 ans, mais qui peut être allongé jusqu'à 6 années si elle a besoin de procéder à des recherches pour déterminer plus finement en fait l'évaluation qui pose en fait le principe de taxation. Et alors, il y a plusieurs méthodes pour évaluer donc, un bien. Laquelle est-ce que vous conseillez de privilégier? Laquelle est la plus adaptée selon aussi le type de bien? Alors effectivement, il y a plusieurs méthodes, mais il y a une méthode qui est relativement simple et qui est celle privilégiée par la jurisprudence et par l'administration fiscale elle-même, qui est la méthode par comparaison. C'est-à-dire, et là c'est assez précis, en fait si dans les 24 derniers mois qui précèdent par exemple une donation ou une succession, eh bien il y a eu une cession d'actions, il y a eu une augmentation de capital, un événement en fait dans la vie de la société qui fait qu'on a donné, on a figé une valeur pour une opération entre tiers particulièrement, eh bien cette valeur va être un point de référence et on va devoir, sauf si la société a connu une grande évolution par exemple dans son activité, on va devoir se référer en fait à cette valeur passée. Et ce n'est que si il n'y a pas ce type de comparaison qui soit possible, que dans ce cas-là, on va mettre en œuvre en fait, des méthodes d'évaluation qui sont relativement financières. Il y a différentes familles de méthodes, mais globalement, c'est relativement simple. Il y a la méthode dite patrimoniale, où on considère qu'une entreprise vaut ce qu'elle possède, son bilan, son patrimoine. Et donc puis après, les actifs au bilan. Exactement, les actifs au bilan, en les réévaluant. Et puis après, il y a des méthodes basées sur la rentabilité de l'entreprise. Combien de fois vaut-elle son résultat? Combien de fois vaut-elle son EBITDA? C'est la méthode par les multiples. Et puis après, il y a Mais là, aussi... ça reste encore assez subjectif. Alors, on met un peu ce qu'on veut. ça reste subjectif, oui et non, parce qu'en fait, il y a des manières assez fines de déterminer, par exemple, le profit normatif de la société sur lequel on va appliquer un multiple ou un taux de capitalisation. Et de la même manière, ce taux de capitalisation ou ce multiple, on va réussir en fait à le déterminer avec sécurité en cherchant des transactions, des opérations de fusion-acquisition dans le même secteur, par exemple, pour fiabiliser les niveaux de multiples ou les taux de capitalisation au regard de l'évolution du marché. Par exemple, vous parlez de la période actuelle, eh bien le renchérissement du coût du financement a une incidence aussi sur les taux de capitalisation et sur les valorisations dans certains secteurs. Et alors, dans quel cas est-ce qu'on peut appliquer une décote et comment on la justifie, quel pourcentage on prend?
Alors, la décote, eh bien, il faut pouvoir la justifier de manière étayée. Alors, parfois, l'évaluation en elle-même va permettre de faire ressortir un niveau de décote. Alors, je m'explique un instant, c'est-à-dire que quand on évalue les titres d'une société, il y a plusieurs méthodes que l'on va combiner entre elles à travers une moyenne, généralement une moyenne pondérée. Et en fait, cette combinaison des méthodes va faire ressortir par rapport à la valeur patrimoniale, généralement, qui est considérée comme un socle, un certain niveau de décote. Et donc, si la valeur moyenne par les différentes méthodes fait déjà apparaître un niveau de décote par rapport à une valeur socle qui est la valeur patrimoniale, eh bien dans ce cas-là, il n'y a pas forcément lieu d'ajouter de la décote alors que le calcul en lui-même fait déjà ressortir un certain niveau. Mais dans quel cas c'est autorisé? Parce que ça peut être intéressant aussi d'avoir une décote en plus d'une valeur déjà. Bien évidemment, il y a des circonstances particulières comme l'indivision par exemple, qui peut être facteur de décote. Il y a, puisque la liquidité est touchée, effectivement. Et puis, il y a l'existence de clauses d'agrément dans des sociétés familiales. C'est assez fréquent, c'est-à-dire qu'on ne peut pas céder librement ses titres ou également faire entrer un nouvel investisseur. Alors ça, les juges ont envisagé ce cas-là avec une certaine prudence. On retient par exemple 10% de décote dans le cas de clauses d'agrément parce qu'on estime que quelque part, ça protège aussi les actionnaires en place. Ça les empêche de vendre facilement leurs titres, mais ça les protège. Donc les choses sont à nuancer. Il y a des décotes pour les hommes clés, lorsque dans une PME, par exemple, eh bien, la personnalité du dirigeant ou de quelques cadres, les rentrées nécessaires à l'activité, eh bien, s'ils ne sont pas là, les juges ont pu valider des décotes jusqu'à 40% s'agissant d'hommes clés. Voilà, tout est affaire de circonstances et d'une analyse minutieuse. Et donc comment après on justifie quand on met une décote, par exemple 40%, effectivement si un homme clé a disparu? Alors, ça va être très factuel, c'est-à-dire qu'il va falloir être en mesure de justifier ce qu'il apportait en fait à la société au regard de son fonctionnement, toutes les relations qu'il avait pu développer avec des clients, etc. Puis après, on va s'appuyer sur une étude de la jurisprudence pour documenter en fait le niveau de décote et sécuriser l'opération du contribuable. Et en matière d'immobilier, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'il faut faire en matière de décote? Alors, en matière d'immobilier, il y a une décote qui est donnée effectivement par la pratique qui est très connue. C'est la décote pour les résidences principales qu'on peut abattre de 30%, pourvu qu'on les détienne en direct. Sinon, cette décote n'est pas applicable, et ça a été rappelé par des jurisprudences relativement récentes. Et dans ce cas-là, si on détient sa résidence principale en SCI, eh bien, on peut se prévaloir de décote au niveau des parts de la SCI. Il y a un niveau de décote de 20%, par exemple, qui a été reconnu par des juges si on détient sa résidence principale en SCI, parce que les parts de la SCI ne sont pas très liquides, en fait, et donc on considère qu'une décote peut s'appliquer. Ça, c'est donc dans le cadre de l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Oui, tout à fait. Et est-ce qu'il existe aussi, est-ce que l'administration va être alertée par un niveau anormal de décote? Qu'est-ce qu'il ne faut pas dépasser pour justement peut-être lui donner un signal? Alors, il n'y a pas de règle absolue, mais par exemple, pour des titres qui seraient minoritaires, une décote de plus de 25%, par exemple, au regard des indications que donne elle-même l'administration dans son guide de l'évaluation, puisqu'elle a publié un guide de l'évaluation, eh bien 25%, au-delà de 25% pour une décote de minorité, c'est assez, ce serait trop par exemple. Voilà. Alors là où il faut être précis, c'est-à-dire que les juges ont reconnu que différents motifs de décote pouvaient donner lieu à la superposition de décotes, tout en restant en fait dans le raisonnable au global. Et donc des décotes au-delà de 40-50% sont généralement mal accueillis et peut-être tout simplement difficiles à justifier, mais on peut avoir différentes raisons d'appliquer différentes décotes qui peuvent venir se cumuler.
Voilà. Tout est une question donc, de justification. Merci beaucoup, Maître Touéry, avocat fiscaliste donc chez CMS Francis Lefebvre. Merci beaucoup. Merci Aude.